Eh bien, bonjour à tous, bonjour, bienvenue à JDR Factory, la chaîne qui vous parle de jeux de rôle. Ce soir, je suis avec des invités prestigieux, certains que vous connaissez, Matt notamment, mon collaborateur sur cette série, mais aussi Romain, que vous avez déjà vu dans la petite histoire du JDR, qui vient nous honorer de sa présence. Et surtout, moi je suis très content d'accueillir Vivien, avec qui on va parler échec et réussite. C'est donc la vidéo Jouons avec l'échec et la réussite. Quatre invités, deux que vous connaissez plus ou moins. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, peut-être en commençant par Vivien, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là pour la première fois ce soir. Si tu veux nous parler un peu de ton parcours rôliste, de tes actualités, etc. Tu nous dis ce que tu veux. On est, comme je le dis à chaque fois, on est vraiment à la cool entre nous ce soir. Ouais, le parcours rôliste, il est un peu vaste, hein, enfin, je commence à être plus si jeune que je n'en ai l'air, et du coup, j'ai dû commencer dans les années à peu près 90 à peu près, et j'ai fait pas mal de jeux, on va dire, qu'on dit traditionnels, hein, jusqu'à fort longtemps avant de tomber un peu dans l'escarcelle du jeu de rôle indépendant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à écrire des jeux, notamment, alors il y a eu les Errands d'Ukio il y a longtemps, aux éditions Icar, qui était très inspiré d'un jeu qui s'appelait Hero Wars. Et après, il y a eu Perdu sous la pluie, qui a été donc un jeu, comme on dit, alors maintenant on dit plus sans MJ, on dit tout le monde MJ, hein, tous MJ, sur des enfants qui se perdaient un soir de pluie, et à la fin de la partie, il n'y avait plus qu'un seul enfant survivant, tous les autres étaient emportés par des monstres horribles appelés les sirènes de l'averse. Et, euh, et j'ai continué dans ce même univers en sortant d'autres jeux. Donc, du coup, Libreté, qui lui était directement inspiré des mécaniques des jeux Powered by the Apocalypse, où on jouait encore des enfants qui, cette fois, s'étaient perdus il y a plus longtemps et qui essayaient de refonder une communauté en étant encerclés par des créatures voraces et qui essayaient en quelque sorte de coopérer malgré toutes les divergences possibles et les disputes. Avec un supplément, on va dire, il y a eu plusieurs suppléments, mais le plus important qui a donné lieu à un financement, c'était De Billet d'Acier, où là, c'était carrément un spin-off, inspiré d'Evangélion, où on jouait des gamins qui pilotaient des robots géants et qui vivaient des drames horribles et se pourrissaient la tête. Et du coup, bah, l'actualité la plus récente, c'est Explorateur de Bruine, qui là encore donc propose de jouer toujours des gamins, toujours dans cet univers-là, mais sur un mode plutôt OSR, exploration de ruines enfin de bruines du coup, avec toujours des créatures dans l'idée de ramener de belles histoires et des trésors au refuge pour ceux qui survivent évidemment. Et qui est un jeu que j'ai fait du coup avec la grosse collaboration, on va dire le partenariat, on va dire plutôt avec Willy Cabourdin, qui est un artiste de grand talent, qui a fait les illustrations et la maquette. Et le jeu a été financé en novembre, je crois, si je me souviens bien, et sorti du coup en boutique début mars. Donc il y a très peu de temps en fait. Normalement, il est censé être dans toutes vos boutiques, et s'ils ne l'ont pas, il ne faut pas hésiter à leur demander, puisque c'est distribué alors j'allais dire Asmodée, mais non, c'est la branche distribution d'Asmodée. Pour la Novalis, c'est quoi Novalis? C'est Novalis, Opnam, non? c'est ça, voilà. C'est ça. Ok. Désolé pour le trou. Et donc normalement, voilà, toutes les boutiques peuvent l'avoir. Et puis voilà, c'est mon actualité. Normalement, je suis censé commencer à bosser sur un supplément futur, mais pour l'instant, ça démarre doucement puisque j'ai plein d'autres activités malheureusement à côté, dont le concours de l'agrégation qui m'a bouffé à peu près tout mon temps comme un gros trou noir vorace. Et tu m'étonnes. Puis je sais que tu t'es exporté aussi en anglais avec Oui, Libreté. c'est Euh, vrai que Libreté a été traduit cette année. Enfin, ouais. il a été traduit l'année dernière, mais il est sorti cette année, effectivement, avec l'éditeur JMDK, qui est généralement plutôt versé dans l'OSR et voilà, qui a voulu tenter ça. Alors, je ne sais pas exactement quels sont, au niveau des ventes, si les résultats ont été très probants ou pas. On a eu un succès correct, 250, je crois, ou 300 backers, ce qui n'est pas énorme pour les États-Unis, mais c'est comme ça, quoi. Il y a des projets. Une moyenne des petits projets indés, on va dire. Mm. Puis avec un bon accueil critique, en tout cas moi ce que j'avais pu en lire sur Twitter, les joueurs étaient plutôt contents. Ouais. Bon,
Romain, du coup, à toi. Parle-nous un peu de toi éventuellement. Oui, Dis-nous ce que tu viens faire ici, même si bon, on te connaît quand même déjà beaucoup via la petite histoire. voilà, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, toutes les personnes qui le regardent. Je suis. Si Vivien disait qu'il commençait à devenir un peu vieux, que devrais-je dire? Moi, je suis un rôliste proche du dinosaure. Puisque bon, j'ai bientôt 46 ans, donc j'ai commencé le jeu de rôle quand j'avais 9 ans. Ça fait un petit moment que je parcours les terres de l'imaginaire, comme on dit. J'ai joué à énormément, surtout maîtrisé d'ailleurs, au cours de ma carrière de rôliste, énormément de jeux que je collectionne d'ailleurs depuis ce temps-là. Et donc là, je lis même, je dirais compulsivement, beaucoup de jeux, même ceux auxquels je ne joue pas, mais qui ne fait pas ça d'ailleurs parmi les rôlistes. Donc voilà, sachant que en tant que maître de jeu, j'ai un peu touché à tout, je pense, y compris aux choses un peu plus qu'on appelait à leur début expérimentales, comme les jeux plus narrativistes, ce genre de choses. Puis voilà, un peu de tout. Je n'ai guère de tabou pour ça. Et puis, alors, bon, moi-même, j'écris un peu, même si je n'ai jamais été, pas encore, publié ou édité, mais notamment des murder parties que j'organise fréquemment, que j'écris, et puis mon propre jeu de rôle aussi. Pendant assez longtemps, j'ai écrit pas mal d'articles dans des magazines comme Dragon Rouge, à l'époque où il existait, sur Donjons et Dragons. J'ai même participé un petit peu à la relecture de la traduction pour DD4 du Dungeon Master Guide. Voilà. Et puis alors, dans ma, dans ma vie réelle, si on peut dire, je suis enseignant et notamment, alors par rapport au jeu, j'enseigne le cours de storytelling en master de game design à Sud de création pour l'INSEC. Euh, et, euh, et voilà, c'est une école où enseigne d'ailleurs aussi mon ami et comparse Farid, avec qui nous faisons notre émission sur la petite histoire du jeu de rôle. Ce soir, on va parler échec et réussite, et Mmh. évidemment, il y a plein de jeux qui ont essayé plein de choses sur l'échec et la réussite en termes de mécanique, en termes de narration, etc. Pour revenir rapidement, je vais définir moi rapidement ce qu'est un échec. Évidemment, au sens premier, c'est de ne pas réussir une action, une attaque, etc. Dans le wargame à l'ancienne, Romain et Matt, ou même Vivien me diront si je me trompe, c'est quand même la représentation de la survie ou de la mort du personnage, qu'on retrouve beaucoup dans le modèle OSR, les jets de sauvegarde, ce genre de choses. C'est aussi pour le rôliste une manière de mettre la réussite en avant, de rater à certains moments. Si on ratait pas, la réussite serait inintéressante. Ça représente aussi du coup la compétence et l'incompétence du personnage, parce qu'on a souvent des plus ou moins de chances de réussir en fonction de ce qu'on fait, des approches, des compétences, etc. Et l'autre versant, pour le joueur, c'est aussi la mise en tension. C'est l'intérêt de l'aléa et du lancer de dés. C'est le moment où on est au moment de lancer le dé, c'est la suspension, c'est la tension autour de la table où on se dit est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater. Et c'est beaucoup ça, moi en tout cas, qui m'a fait venir et revenir au jeu de rôle au début, c'était de lancer des dés et qu'est-ce qui va se passer quoi. Et Euh, juste, je pense que tu peux même aller au-delà de la compétence du personnage. Ça représente la physique du monde, Complètement, voilà quoi. C'est ce qui rend le monde réel, quoi, quelque part. tout à fait. Et qui, dès le début, a fait faire ce jeu de mots roleplay, lancer les dés, justement. Mm, Et, euh, et critiqué dès le début, quasiment, assez curieusement. tout à fait. Du coup, évidemment, on a Romain, on va en profiter. On a plein de jeux anciens, on a plein de jeux historiques, on a plein de nouveautés, on a une évolution extraordinaire de toute cette mécanique de réussite, d'échec à travers de l'histoire. Est-ce que tu as des exemples originaux, des anecdotes aussi éventuellement, Romain, dont tu peux nous parler de cette évolution à travers de l'histoire, que ce soit des Bien trucs sûr. classiques et moins classiques? Alors, je commencerai en fait par dire que il y a eu une période de stase par rapport à la notion d'échec et de réussite. C'est que pendant très très longtemps,
bah voilà, l'échec est un échec, la réussite est une réussite. Enfin, désolé d'être un peu basique, mais c'est ça. C'est-à-dire que bah, quand on ratait, on passe à la suite. Et quand on réussit, bah, c'est bien, on avance. Et c'est là tout le problème. C'est que le seul moyen d'avancer était de réussir pendant très longtemps, pendant extrêmement longtemps. Si on regarde un petit peu dès les origines, il n'y a même pas de notion dans les tout premiers jeux de rôle de qualité de réussite, parce que ça aussi, ça a été une petite évolution qui est apparue en fait avec le Basic Role Playing System, celui de l'appel de Cthulhu, par exemple, de RuneQuest, au tout début, fin des années 70, début 80, où là, il y avait la notion de succès critique d'empalement, le succès critique ayant été même inventé dans le jeu Tekumel, au milieu des années 70, mais c'était que sur le succès. Donc voilà, il y a eu ces petits balbutiements au début. On essaye de faire un peu de voir un peu la qualité de la réussite. C'est plus ou moins bien réussi, mais on en reste toujours bloqué, bien sûr, sur la notion de t'as raté. Alors après, on peut peut-être considérer aussi une chose, c'est que justement les premiers jeux de rôle, Donjons et Dragons évidemment, mais bien d'autres, ont lancé énormément de dés pendant les parties. Il y a énormément de lancers de dés. Regardez un combat à des dés, même aujourd'hui d'ailleurs. Même si on prend des dés 5e édition aujourd'hui, vous faites un combat qui est un peu long, hein, vous allez voir le nombre de dés que vous allez lancer. Alors peut-être que dans ce cas-là, on peut se dire que par la loi des probabilités, tout va s'équilibrer, qu'on va finir par réussir, etc. Bon voilà. Mais c'est quand même un jeu, c'est quand même un système ce système de l'échec absolu et de la réussite absolue, je pense fondé sur l'abondance des jets de dés. Et voilà. Après, j'ai une question à ce sujet, excuse-moi de te couper. C'est vraiment une question qui m'interroge sur l'ODD, quoi, le début de Donjons et Dragons. Oui. J'avoue que moi, la seule vision que j'ai d'ODD, c'est la vision que l'OSR m'en donne. Et donc, tout ce qui est de la réflexion de l'OSR, c'est-à-dire on se rappelle de comment on jouait peut-être dans les années 70 et on brode autour et on crée une nouvelle manière, un nouveau mouvement de jeu de rôle. Et un des trucs que j'ai lu dans certains articles sur le ODD et l'OSR, c'est que c'était l'histoire d'un gars qui dit, voilà, j'ai joué un rogue et j'ai eu 1 point de vie. Et comme j'avais 1 point de vie, je devais tout faire pour éviter de faire des jets. Et en gros, ce genre de mécanique, des ODD ou l'OSR, c'est surtout faire le moins de jets possible, parce que si le système est contre moi, si je fais un jet, je meurs. Et oui. Et donc, je me demandais en fait, de ce quand on entend parler du player skill, etc., le principe des compétences, de faire avancer l'histoire avec ses compétences, j'ai l'impression que dans les vieux DD, on ne lance les dés que pour le combat ou pour les saves. C'est-à-dire que pour la seule réponse, c'est est-ce que tu perds des points de vie ou pas? Oui ou non? Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est-à-dire que quand on percevait, tu cherchais un passage secret, tu jetais pas de dés. Si. Mais c'est le nain qui va détecter sur un 3 sur un D6 un passage secret. C'est le guerrier qui sur 4-6 va défoncer une porte. Voilà. C'est à la marge des petits trucs comme ça. Mais sinon, tu lances les dés pour savoir si tu touches ou si tu réussis, sachant que dans Original DD en plus, même les dégâts, c'est toujours les mêmes, c'est un D6, quelle que soit l'arme. Oui. Donc, tu ne lances les dés que pour savoir si tu touches ton adversaire ou si ton adversaire te touche au combat, et tu lances les dés pour faire des jets de sauvegarde. C'est tout. C'est tout. Et donc, c'est là où je me demande, en fait, est-ce que l'idée de ce système binaire, oui-non, tu réussis, tu rates, n'avait pas un sens à l'époque où rater, ça ne voulait dire que toujours la même réponse, tu perds des points de vie ou pas. Oui. Et que ça devient problématique le jour où les joueurs se sont dit si je lançais les dés pour autre chose que pour le combat. Voilà. Est-ce que je crochette cette porte? Et donc, comme on a l'habitude de jouer avec oui-non, le oui-non devient moins performant sur crocheter la porte que sur est-ce que je perds des points de vie. Attention, il y a des compétences en pourcentage pour le voleur. Quand la classe du voleur est apparue, un petit peu après, avec plus de détails, le voleur, lui, a eu un arsenal de compétences qui n'appartenait qu'à lui, et qui donc lui permettait de faire des actions comme le pickpocket, se cacher dans les ombres, se déplacer silencieusement, etc. Mais sinon, Gigax le disait, hein, c'est narratif. C'est-à-dire, les joueurs, s'ils ont une idée, si elle est bonne, si elle est logique, le maître de jeu, il avance et tout. Et c'est ce qu'on peut observer, par exemple, dans son célèbre module, qui est en fait, je pense, beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît,
parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un dungeon crawl, mais c'est Tomb of Horrors. Tomb of Horrors, qui paraît, alors pour Advanced Dungeons and Dragons, c'est un donjon qu'on peut faire un petit peu quel que soit le niveau. D'ailleurs, il le dit, c'est pour niveau 10, 15, 10, 16. C'est-à-dire que ça ne va pas chercher très loin dans je dirais, dans la discrimination des niveaux, puisque franchement, à l'époque, il y a un abîme, comme aujourd'hui d'ailleurs, entre de tels niveaux, parce qu'en fait, on peut faire tout le donjon sans lancer de dés. C'est juste, il y avait un cahier d'illustration. Les joueurs regardaient l'illustration, le maître de jeu faisait une petite narration et les joueurs disaient ce qu'il faisait comme interaction. Et parfois, alors oui, il pouvait y avoir un piège dans le monstre, mais il y en a très peu de monstres dans ce donjon. Il y en a extrêmement peu. Et le seul véritable, c'est-à-dire le boss de fin de niveau, il est tellement horrible, immonde et imbutable que de toute manière, la seule manière de le vaincre, c'est par la ruse, l'astuce, la fuite, ou bien entendu, ce qu'on appellera plus tard le TPK, quoi, le Total Player Kill. Par partie kill, pardon. Et donc, il y avait un petit peu, là, je trouve, une petite idée qui germait dans l'esprit de Gygax. Sa fameuse formule, les dés, ça sert juste à faire du bruit derrière l'écran. Je crois que tu disais tout à l'heure, l'OSRIC, l'OSR, tout ça, les rétroclones essayent de retrouver l'esprit des années 70. Non, on n'a pas vraiment. Parce qu'effectivement, pour des raisons techniques, on n'a aucun exemple, évidemment, d'enregistrement, d'actual play qu'on peut avoir aujourd'hui. On ne sait pas exactement comment ils jouaient, mais on pense quand même qu'il y avait une énorme part d'improvisation et que je crois que pour donner un aspect rigide de règles, il y avait le combat avec la notion d'échec réussite, mais ça devait être une espèce, je pense que ça devait être la foire aux règles maison. Mais on ne saura jamais vraiment. Voilà. Et alors après arrive donc le Basic Role Playing System avec ses fameux pourcentages, qui est un des systèmes. Alors il a fait Flores, ce système. Ce que je veux dire, le nombre de jeux qui utilisent des pourcentages, c'est juste phénoménal. Et d'ailleurs, il a très peu changé depuis ses origines. Même si on est à la 7e édition de la Palutu, mais ça a très peu changé. Sauf une chose, c'est que petit à petit, voilà là où il y a eu des prémices, comme je disais tout à l'heure, la qualité de réussite. Et puis au fur et à mesure des éditions, jusqu'à la 6e, et alors affirmé complètement dans la 7e, mais je vais vous dire pourquoi je pense que c'est très problématique, même si ça a l'air d'être une évolution, c'est de dire, alors il y a des qualités de réussite, puis on va rajouter des bonus, puis on va mettre on va faire varier les chiffres de façon à ce que, tiens, tu vas lancer ton jet de dés, alors quand on joue à Elric, quand on joue à Elric, par exemple, la version ou Stormbringer, mais sur Elric, alors on se retrouve avec des scores à 192%, voilà, donc en fait, on ne peut pas rater. Et la seule chose qui va servir de variance, c'est la qualité de la réussite. Et donc, et après, par exemple, si on prend l'appel de Cthulhu dès la 6e édition, on commence à nous dire, bon, alors en fait, c'est vrai que quand on lance les dés, qu'on a dans les règles, on va marquer, si j'ai 50% par exemple en archéologie, ça veut dire que je suis quasiment au niveau doctorat, quoi. Sauf que, je sais pas, si vous parlez à un docteur en archéologie dans la vraie vie, vous lui posez une question dans son domaine de prédilection, ça m'étonnerait qu'une réponse sur deux soit fausse. Ça m'étonnerait. On l'espère en tout cas. Voilà. Donc oui, là on voit bien qu'il y a un problème. Et alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de la 6e édition, puis maintenant de la 7e, c'est dire, on lance pas les dés, hein. Le maître de jeu il estime que c'est réussi. Donc en fait, on en arrive à la négation du système. C'est pour ça que je dis que c'est en fait problématique. Parce que finalement, c'est pas un système, c'est la négation du système. Que de dire, finalement, alors surtout on n'utilise pas le système parce que sinon il y a trop de chances de rater. Et donc on va dire que c'est réussi. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un petit, je dirais pour l'histoire de ce système. Bon, et alors, ADD a introduit les compétences avec une lourdeur. Et d'ailleurs, c'était juste incompréhensible au bout d'un moment avec tout ce qu'ils avaient fait. Alors, le système des vins a voulu aussi les rétablir. Et je dirais qu'on est arrivé à un autre stade par rapport à Original DD, quand on arrive avec le système des vins dans les années 2000, celui de Montecook, entre autres, c'est que plus on progresse, alors c'était déjà sensible dès ADD 1 et 2, mais c'est devenu encore plus évident, me semble-t-il, dans mon expérience en attendant, dans la 3.0, la 3.5, puis en DD4 et puis même en DD5, c'est que plus on progresse en niveau et plus l'échec devient rare. Et c'est pour ça qu'il a l'échec critique sur 1. Et même en DD5, si on allait encore plus loin,
Avant, l'échec critique, c'était pour les JS et les attaques. Maintenant, c'est que sur les attaques. Un 1 sur un JS, ben, c'est plus 1. Voilà. Donc, s'il faut faire 15 et qu'on a 14, on a réussi. Alors qu'en DD3, par exemple, c'est raté sur le 1. Donc, on se rend compte que, par exemple, dès qu'on commence à atteindre des niveaux à 2 chiffres, genre de niveau 10 plus, franchement, rater, c'est quasiment impossible, rater une attaque, rater une compétence, puisque la plupart des degrés de difficulté, alors on va dire, c'est entre 15 et 25. Et alors, dès que vous commencez à avoir à afficher sur les fiches de perso du plus 14, du plus 15, du plus 16, comment vous les ratez? À part, alors évidemment, la probabilité de rater est toujours présente, mais elle devient de plus en plus infime. Et parfois, on fait des combats où, en fait, les héros ne peuvent que toucher, sauf s'ils font 1, et les monstres ne peuvent que rater, sauf s'ils font 20. C'est vraiment, ça arrive, je ne dis pas tout le temps, mais ça arrive fréquemment. Donc, on dirait qu'ils ont essayé de gommer un petit peu le système, là aussi, en favorisant un certain héroïsme. Mais moi, je dis attention. Alors après, ce sont les expériences de chacun, hein, mais ça peut devenir en fait pénible. Ça peut devenir pénible parce que tout le temps raté ou tout le temps est aussi pénible que tout le temps réussir finalement, me semble-t-il. Alors voilà ce qui s'est un peu passé avec les dinosaures, je dirais, de l'histoire du jeu de rôle. Si je prends Cthulhu et Dédé, attention, ce que je vous dis ce soir, c'est pas du tout exhaustif. Je prends quelques exemples comme ça. Il y a probablement parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui diront ah oui, mais tel jeu avait fait ça aussi. Sans doute, hein, je suis pas là pour faire dans l'exhaustivité. Et alors regardons un peu. Qu'est-ce qui a pu être fait ailleurs Parce que ce que tu mets en avant, c'est donc le fait que on a inventé des systèmes où il y a des réussites et des échecs, et l'histoire du jeu de rôle, on va dire classique, mainstream, parce que tout le DD c'est classique, mainstream, on poussait plus à nier l'échec et à fuir l'échec. C'est-à-dire plutôt que de trouver quelque chose à faire avec l'échec, la majorité des jeux te donnent des bonus, des points machin, des points d'héroïsme, tout ce que tu veux pour qu'il n'y ait pas d'échec et pour que tu réussisses tout le temps. Et donc, effectivement, on peut se demander, est-ce que dans l'histoire du jeu de rôle, avant d'arriver aux années 2000 et au travail qui a été fait sur The Forge, est-ce qu'il y a des systèmes qui ont réfléchi un peu à qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échec? Absolument. Juste, moi, ce que ça m'évoque, ce que ça m'évoque, ça me rappelle, parce que dans les années 90, donc on jouait avec quasiment que des jeux qui étaient à base de 1D plus carac plus compétences avec un seuil à atteindre et les mêmes problèmes que ce que tu décris, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y avait une pratique qui n'était pas dans le système, qui était généralement pas inscrite, à part avec les fameux passages de la règle d'or, il faut s'amuser, etc. Tous ces trucs de si les règles vous embêtent, passez-les. Mais bon, ça c'est juste un encart. Il y avait quand même cette pratique de on est là pour passer un bon moment, et derrière l'écran, il y avait le fameux James Fiat, on pourrait dire le meneur de jeu qui trichait pour éviter de tuer un personnage en milieu, par exemple, de partie, pour éviter que le joueur passe toute la partie à s'emmerder, ou même éviter de le tuer tout court parce que le perso, ça fait genre 10 campagnes. Il y avait quand même cette pratique qui me semble était quand même assez courante, on va dire, sur les tables. En tout cas en France, quoi. Moi, combien de fois, de toute façon, évidemment, que je triche, je l'affirme, je le dis même aux joueurs pendant qu'on joue, oui, ils le savent, sauf qu'ils ne savent pas quand. Voilà, et c'est ce qui maintient le suspense. Je dirais que les jeux qui ont essayé peut-être pas de réfléchir sur la notion de succès et d'échec dans leur système, c'est tout simplement ceux qui ont essayé des systèmes extrêmement curieux pour leur époque, ou novateurs, quelque chose d'un peu nouveau. Ce sont des jeux qui ont essayé, par exemple, dans les années 90, ça commence, par exemple, je peux penser à Ambre. Ambre, le jeu sans dés. 1994, voilà, un an avant la mort de Zelazny, d'ailleurs, sort Amber RPG. Il n'y a eu qu'un seul supplément, d'ailleurs. Il devait y en avoir un troisième, il n'a jamais été fait. Ambre, c'est ce jeu qui se joue sans dés, donc sans aléatoire, incroyable, avec un système d'enchères. Voilà. Et alors là, c'est psychologique. Parce que l'enchère, c'est un peu psychologique. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Sauf qu'il y a quand même une notion d'absolu, c'est qu'un personnage qui est plus fort que toi, vraiment plus fort que toi, il va gagner, point barre. Et le personnage qui est vraiment beaucoup plus faible, il va perdre. Mais quand on se rapproche de la médiane, alors là, c'est subtil. Parce qu'on dit que si, par exemple, tu es un peu moins fort que ton adversaire, tu peux proposer au maître de jeu, c'est un peu de la négociation, ce sont des jeux d'avocats, comme tu dis, un peu comme MASH, l'Ascension, ce sont des jeux d'avocats. Tu peux dire au maître de jeu, oui, mais je vais changer un peu le terrain sur lequel on s'affronte. C'est-à-dire que si c'est un combat mental,
eh bien, je vais faire en sorte de déporter le combat sur le physique parce que là, je suis un peu meilleur, etc. Et donc, on va jouer avec ses faiblesses et tout. Et il y a une vraie réflexion sur la notion d'échec et réussite dans ce jeu. Je pense que c'est un des plus remarquables dans les vieux jeux, si on peut dire. Ambre, franchement, lui, il apportait des idées, des réflexions, des solutions. Et à ce jour encore, c'est un jeu qui reste un peu fascinant, un bel objet de collection et puis en plus adapté d'une saga quand même assez incroyable. Donc, il y a eu il y avait un gros côté PVP quand même donc ah player oui, versus player. comme dans les romans. Hein. Oui, non, bien sûr, mais ce qui changeait, pour moi, là, ce qui changeait beaucoup par rapport aux tropes de jeux de rôle, ce qui, d'après moi, le rend très injouable, mais ça, c'est un autre débat, c'est que, en gros, c'est un jeu où les joueurs se jouent beaucoup les uns contre les autres. Donc, les enchères, ce que tu as mis en force ou en psyché ou en machin, a une importance tout au long du jeu. Et en fait, tu sais que ce que tu dis, c'est un jeu de bluff. Et tu sais pas ce que l'autre a. Est-ce qu'il a plus que moi en art du combat? Et je ne sais pas, je l'attaque, je teste, je sais. Enfin, et donc j'essaye de vendre au MJ les meilleures conditions pour moi, pour avoir peut-être une chance de battre alors qu'il a peut-être 3 points de plus que moi en art du combat. Donc c'est sûr que ça change beaucoup l'approche. C'était un jeu compliqué. Hein. Moi, je me souviens quand je l'avais lu, je savais pas par quel bout le prendre, quoi, en fait. Parce que, comme tu dis, le mélange de PVP et de règles très, comment dire, très lâches entre guillemets, quoi. C'est assez stressant pour un meneur de jeu, par exemple, qui va être responsable de la bonne ambiance à la table et qui va devoir trancher régulièrement. La bonne ambiance, c'est ça. Je n'y crois pas. Le MJ est du coup complètement dans le rôle du juge, en fait, presque plus que de l'arbitre ou de la personne qui doit faire respecter les règles, parce que les règles sont presque pas inexistantes, mais en tout cas tellement vagues que elles sont très vagues. Elles sont soumises à interprétation, dira-t-on. Voilà, quoi. Voilà, soumises à interprétation. Et tout à fait, entièrement d'accord. Et alors, effectivement, bon, mais c'est quand même, malgré tout, un peu une réflexion sur. C'est intéressant de voir que, voilà, on essaye autre chose, quoi. Au moins, voilà. Après, c'est vrai qu'au cours des années 90, il y a un autre jeu qui a réfléchi à la notion d'échec-réussite et qui, le premier, alors pour moi, à titre personnel, on peut en penser autre chose. Mais à titre personnel, c'est un des jeux les plus incompris, les plus injustement jugés de son époque et qui était très en avance sur son temps, c'est Torg. Torg avec son paquet de cartes narratives, d'événements narratifs qui permettaient de déterminer entre autres l'initiative, des événements aléatoires qui survenaient dans le combat et surtout qui faisaient échapper, quel que soit le résultat du dé, c'est-à-dire le résultat du dé ne dictait pas à lui tout seul l'action, puisqu'il y avait ce qui était écrit sur la carte. Et c'était narratif. Alors pour moi, ça c'était une innovation, un ovni à son époque. Hein. Et le jeu, Dieu sait s'il a été critiqué. Hein. D'ailleurs, ça n'avait eu aucun succès. Je me rappelle avoir été, alors évidemment, il est sorti dans les années 90, donc à l'âge où j'y jouais, c'était plutôt un public d'adolescents. J'étais encore au lycée, mais je me rappelle qu'on était dans des tables où les 3/4 des tables de Torg auxquelles j'ai joué n'utilisaient pas le paquet de cartes. Parce que, oh non, mais non, on utilise les dés. D'accord, ah oui. Voilà, il y avait alors, c'est pas une loi générale, c'est mon expérience personnelle. Oui, quand même. Mais c'est intéressant. C'était un côté réfractaire. Oh là là, non, il faut surtout pas. Le dé est une sécurité en quelque sorte, je dirais. Et justement, le paquet de cartes de Torg mettait en danger le personnage, en danger narratif. Hein, parce que il y avait pas que le dé. T'as raté, t'as réussi. Ok, ça c'est d'un côté. Ok, on check. Est-ce que ton action réussit, raté, machin, tout ça. Mais d'un autre côté, regarde ce qui est écrit sur la carte. Là, il y a un groupe d'ennemis qui arrive. Tiens, ton équipement, il vient de foirer. Mais j'ai réussi mon tir. Oui, mais après, ton gun, il a explosé. Ah bon? Et là, on mettait en concurrence quelque chose qui aujourd'hui se retrouve dans plein de jeux de rôle, à savoir la réussite avec complication. Voilà. Ou au contraire, l'échec avec un petit rebond. Voilà. C'est marrant que tu parles de ça. C'est marrant. Moi, ça me fait beaucoup penser aux jeux qui ont quand même pas mal de succès maintenant. C'est les jeux avec des dés spéciaux qu'on retrouve notamment sur les Star Wars, qu'on retrouve maintenant sur les L5R, qu'on a retrouvé sur Warhammer V3, etc. Mais totalement. Warhammer V3, tu cites le système Genesis, en gros, qui s'appelle comme ça maintenant. Mais, donc, le prototype, ça avait été Warhammer V3, avec tous ces dés bizarres et tout, et qui proposait des lectures narratives et maintenant, ça a été tellement copié un peu partout. Le système de Shadowrun qui utilise maintenant les Edge, comme ils disent, qui permettent, voilà, le système de D20 qui utilise, alors on utilise des jetons, des machins, c'est-à-dire des ressources
qu'on va dépenser en plus du G2D pour créer des effets, etc. Mais je pense juste pour préciser, excuse-moi, à chaque fois je te coupe un peu, mais juste pour préciser ce que c'est les dés spéciaux pour les gens qui n'auraient jamais vu. En gros, dans Warhammer V3, il y a différentes tailles de dés. Et dessus, il n'y a jamais des chiffres, il y a des symboles. Et en fait, certains dés vont te donner des succès et d'autres vont te colorer ce succès ou cet échec. Alors, ça reste du binaire, je réussis, je rate, mais on rentre dans les réussites parcellaires ou les succès ou les échecs pas complètement absolument échecs. Où en gros, il peut t'arriver des... Voilà. Ouais, puisqu'on peut avoir des dés négatifs au milieu d'un succès, avec des complications. On peut avoir au contraire tu vas récupérer, alors tu peux avoir une amélioration, récupérer je ne sais quelles ressources alors que tu as raté, voilà. Donc ça c'est. Mais je pense que Torg a un peu ouvert la voie, honnêtement. Ça fait un peu Oslet divinatoire en fait. Quand j'y ai joué à Warhammer 3, il y avait ce côté, tu jettes les dés et il y a quand même un moment d'un point de vue gameplay autour de la table de downside où tout le monde est autour des dés puis regarde tel le devin qui regarde ses osselets qui fait oui, selon ces dés que je vois devant moi, c'est ça qui va se passer. Super le côté, il y avait vraiment ce côté où le temps est suspendu par rapport à qu'est-ce que l'oracle, le MJ va décider de ce qu'il a devant lui. Exactement. Et franchement, je préfère ça aux brouettes de dés où il faut additionner, mais bon. Après ça se discute et c'est marrant parce que du coup les systèmes ont beaucoup évolué même entre systèmes de dés spéciaux. Moi j'ai beaucoup joué à Star Wars et maintenant à L5R et on sent qu'ils ont beaucoup progressé sur L5R parce que des fois t'avais des résultats qui voulaient rien dire sur Star Wars. T'as des trucs pas des très bons souvenirs effectivement. De Star Wars tu disais mais attends il y a plein de réussites mais plein de trucs négatifs, ou à l'inverse t'avais aucune réussite mais plein de petits avantages où t'es en mode écoute là on va faire comme ça quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, t'as raison, les osselets c'est un très bon attends je consulte les résultats des dés et toi t'étais en MJ en mode c'était des jeux où t'avais plein de jets si je me souviens bien souvent et c'était ça qui nuisait un peu à cette mécanique quoi, parce que ça devenait lourd dans un combat quoi. Absolument. Et donc et donc, alors, de toute façon, le mot est lâché, c'est la narrativité. On parlait des jeux de rôle sans dés. Il y en a un autre qui est sorti. Il y en a un autre qui est sorti pas très loin d'Ambre et qui, pour moi, est lui aussi un ovni. Tu veux parler d'Everway, hein? Voilà, Everway, 1995. Voilà. Jeu de rôle sans dés, où on joue des Sphere Walkers. C'est un peu les ancêtres des Planewalkers de Magic. D'ailleurs, c'est Wizard of the Coast qui a édité c'est un jeu de Grextols qui se joue avec des cartes narratives, le dessin, l'interprétation, voilà. Et surtout, il n'y avait pas de dés. Everway, en plus, on peut le voir un peu comme un ancêtre de la Forge quelque part. Enfin, en tout cas, un truc qui a fait boule de neige, quoi, parce qu'il y avait ce côté triple système de résolution, où tu avais soit le hasard, avec, comme tu disais, la lecture d'une carte, c'est un hasard un peu spécial, mais bon, on va dire un hasard. Tu avais comparaison de score un peu à la Ambre pour savoir qui gagne. Et le troisième truc, c'était narratif, je crois, c'est si le scénario exige que, voilà, pas de tirage, rien, on le fait. Exactement. C'est l'intervention divine, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Je sais pas, c'est logique. D'accord. Voilà, oui, l'intervention narrative. C'est ça. Et puis, alors après arrive au début des années 2000, je dirais, moi, je retiens deux systèmes qui m'ont intéressé, c'est le système Fate et le système Gumshoe. Le système Fate introduit une notion qui est textuellement reprise, l'expression est textuellement reprise dans certains jeux comme Vampire la Mascarade V5, c'est le succès à un prix, success at a cost, qui est repris dans d'autres jeux, mais notamment dans Vampire, ils l'ont repris carrément. Il y a carrément un chapitre dans les règles marqué success at a cost, c'est-à-dire, voilà, comme son nom l'indique, c'est t'as presque réussi, t'as pas tout à fait réussi, mais on va inventer une circonstance narrative qui va faire que en fait, tu vas peut-être réussir. Et donc, ça, c'est intéressant. Et alors, le système Gumshoe, qui est encore plus radical, je dirais, sur un aspect qui m'a toujours... C'est-à-dire que les compétences d'investigation dans ce jeu réussissent toujours. Voilà. Ouais. C'est le joueur qui doit interpréter, en quelque sorte, ce qui se passe, ce qu'il fait, mais il n'y a pas de notion d'échec dans les compétences d'investigation. C'est quand même assez incroyable. Il y a juste une notion de à quel point tu payes pour avoir plus d'infos. Oui. Exactement. Et c'est cher d'ailleurs.
ouais, Parce que le ouais, principe étant, une enquête, il n'y a rien de plus frustrant qu'un jet de trouver objet caché raté qui fait voilà, piétiner l'enquête. Le but, c'est pas de trouver les indices, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et tout exactement. ça, en fait, fait partie de toute cette réflexion qui a jailli des réflexions autour de la forge. Et oui, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aller de l'avant et il faut que voilà, les succès et les échecs apportent quelque chose et ne soient pas juste des choses censitaires voilà. qui te... Le fait voilà. ouais, ouais. D'où ce terme, tu viens de le dire en français, c'est failing forward. C'est rater, mais en faisant avancer l'histoire. Je voulais terminer par un jeu. C'est le jeu de Monte Cook 2018, The Invisible Sun. Alors, c'est un jeu un petit peu monstrueux à tous les égards. Parce que alors c'est un jeu qui avait été fait par Kickstarter, mais attention, hein, alors j'y joue hein, régulièrement, je l'ai ce jeu. La boîte de base fait 6 kilos. C'est un énorme cube rempli d'accessoires absolument surréaliste au sens littéral du terme. C'est vraiment le surréalisme qui guide ce jeu. Et dans ce jeu, finalement, on s'aperçoit que les règles, Montecook n'arrête pas de dire que les règles, ils s'en foutent. Et qu'il en a fait parce qu'il fallait en faire. Et il a même écrit sur des forums des articles disant arrêtez de m'embêter avec des questions de détails sur les règles. Est-ce que vous n'avez pas encore compris que la seule chose qui est importante, c'est qu'il utilise une expression et dit le joueur est dans le siège du conducteur. Voilà, the player is in the driver's seat. C'est-à-dire que c'est le joueur, tout se fait à l'initiative du joueur. Et le maître de jeu peut éventuellement de temps en temps dire j'ai le droit de parler. J'exagère un peu, bien sûr, c'est pas ça, mais donc tout est à l'initiative du joueur, et donc la notion d'échec ou de réussite, elle devient rapidement caduque parce qu'il a réussi à faire un truc, c'est-à-dire c'est à la fois ultra narratif et en même temps c'est vrai qu'il y a un système de règles, mais qui a poussé à un degré extrême ce qui existait déjà dans le bon vieux DD. Dans le DD, donc je disais, dès qu'on atteint un certain niveau, au bout de quelques temps, c'est très dur de rater. Et là, on devient tellement bourrin, broken, comme on dit rapidement, que l'idée, est-ce qu'on les lance? Non. Franchement, ce ne sera pas grand-chose de les lancer parce que de toute manière, la question n'est pas de savoir si tu vas réussir, parce que tu vas réussir l'action que tu veux faire. Mais attention, l'histoire est tout autre. Et donc, ça amène le joueur, et pour moi, ça, c'est génial, à réfléchir à est-ce que finalement, je vais faire cette action? Est-ce qu'elle a vraiment un si grand intérêt que ça pour la poursuite de l'histoire? Il ne va pas se poser la question de est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais rater? Mais est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Alors là, Est-ce que c'est voilà, c'est intéressant, ouais. un système qui est arrivé au bout à sa manière, au bout de la réflexion. Il y a peut-être un peu trop eu longtemps le côté maître de jeu versus joueur, l'affrontement, le côté vraiment la surenchère. Alors évidemment, DD et ADD en sont les exemples archétypaux, mais peut-être qu'on a voulu un peu changer la dynamique de la relation entre le maître de jeu et le joueur, voire Complètement. parfois, évidemment, Vivien, c'est sa spécialité, la transition, c'est-à-dire qui consiste à effacer la frontière entre le maître de jeu et le joueur, à savoir tout le monde joue et tout le monde maîtrise. Et finalement, est-on vraiment encore un maître de jeu ou un joueur, ou un étrange mélange des deux, à savoir un narrateur finalement. Tu me donnes une transition parfaite, merci Romain. Effectivement, on a parlé de Failing Forward, on a parlé donc de chute en avant, d'aller vers l'avant avec l'histoire. On a parlé de narration, de narrativisme pour certains, mais pour certains c'est un gros mot, un gros mot. On va parler un peu échec et réussite comme vecteur narratif. Du coup là je vais me tourner vers Vivien et Matt, forcément. Je sais que vous avez plein de choses à me dire. Moi, je vais faire vite. Je Oui. vais faire juste la balle entre Vivien, parce que j'ai surtout envie d'entendre Vivien parler. Je vais juste faire rapidement la transition sur. On parle de The Forge, donc c'est forum de discussion américain dans les années 2000, qui justement a théorisé le fait que si les mécaniques peuvent servir à quelque chose et sont pas juste là pour faire du bruit derrière l'écran, on peut les utiliser, mais il faut bien les concevoir et il faut les épurer au maximum. Et il y a certains jeux, en particulier, moi j'ai commencé avec un jeu qui s'appelait The Puddle, The Pool, qui était un jeu qui était proto dans The Forge, et qui est devenu plus tard The Fun Universal System, FU, qui est le système de Wasberg, entre autres, et qui est le système qui a épuré le plus possible le principe des réussites et échecs oui-non,
C'est-à-dire que quand tu lances un dé, tu fais soit oui et, soit oui mais, soit non, Non, mais non mais, et soit non non et. et. Mm. Et donc, déjà, avec ce système-là, qui reprend tout ce que Romain a dit avant dans l'histoire des choses des tentatives, ils l'ont vraiment théorisé de la manière la plus épurée possible. Juste pour revenir sur un détail sur les jeux OSR, dans la série épurée, je voudrais quand même citer Into the Odd, qui pour moi est le jeu justement OSR qui a épuré le plus possible la mécanique du oui-non. C'est-à-dire que, comme je disais au début, je me demandais si à l'époque on lançait les dés que pour dire est-ce que tu perds des points de vie ou pas. Into the Odd, c'est ça. C'est-à-dire que tu lances des dés que pour savoir si tu perds des points de vie. Sinon, s'il n'y a pas de points de vie en jeu, tu lances pas de points de dés. Tu lances pas de dés, c'est la narration qui fait le travail. Et donc là, tu peux accepter pour moi un oui-non, puisque la seule réponse qui compte, c'est tu perds des points de vie ou pas. C'est la seule question qu'il y a dans le jeu. Effectivement, Donc ouais. le reste, c'est-à-dire que si tu fais un jet de save, il faudra si tu tombes dans le trou, mais la réponse c'est est-ce que tu tombes dans le trou, tu perds des points de vie, quoi. Mm. Donc c'est tout le reste, il n'y a pas de jet de dés. Donc là, je peux comprendre du binaire. Après, effectivement, la granularité a apporté beaucoup de choses. Et là où le PBTA, pour moi, a innové, c'est qu'il est allé vers quelque chose en disant, bon, on arrête de considérer que la mécanique ou le système de jeu une interface entre le joueur et la réalité. C'est un outil narratif qui va nous permettre de raconter une histoire, pas de savoir si on peut sauter 3 mètres, si on peut faire ces choses-là, pas de réalité physique. Et surtout, donc, ça n'a rien à voir avec le wargame. Donc ça quitte le wargame, ça n'a plus du tout le wargame comme référent, ce qui est quand même la base de tous les jeux d'avant, beaucoup quand même, c'est les jeux de combat, les jeux de réussir, rater, le combat, l'initiative, etc. On quitte ça et on est dans le narratif total et absolu. Pour moi, ce que ça m'a enseigné ce système, c'est surtout les échecs, c'est-à-dire le 6-, qu'on appelle un échec dans les PBTA, Mm. qui ne sont pas des échecs, qui sont vraiment du falling forward en permanence et qui sont des rebondissements. Et donc, j'utilise en permanence, si vous avez vu d'autres vidéos de cette chaîne, j'utilise cet exemple à chaque fois, c'est l'exemple du crochetage. Faire un 6-, un jet de crochetage dans un PBTA, ça ne veut pas dire que tu n'arrives pas à crocheter la porte, ça veut dire que tu ouvres la porte, mais que derrière, il y a une emmerde. Donc, tout le principe est là, c'est-à-dire que le système est fait pour qu'il n'arrête pas la narration, au contraire, il t'aide à relancer l'histoire. Et donc ça, c'est un des gros trucs par rapport à tous ces jeux dont tu parles, Romain, où j'ai l'impression qu'ils essaient de se débarrasser du système, parce qu'en fait, c'est bon, il est là, parce que les joueurs, ils aiment bien avoir du crunch pour du combat, mais le reste du temps, bon, on a envie de raconter une histoire, donc on essaie quand même de mettre le système sous le tapis. Les jeux PBTA ont dit non, on veut du système, on veut que le système, même s'il n'est pas obligatoirement compliqué, on veut qu'il soit là comme un aide à la narration. Donc les PBTA, pour moi, m'ont énormément appris dans les échecs avec les 6-, et c'est une mécanique que j'utilise même dans des jeux classiques. Je fais du DD5 et j'utilise ça à DD5. C'est-à-dire, sauf pour les jets de combat, le combat à DD5, c'est du combat. Je ne peux pas dire non, tu n'as pas exactement raté quand tu rates ton jet d'attaque, parce que là, la question est claire. Mais tout ce qui est les jets de compétences et tout ce qui est en dehors, moi, je le gère comme un PBTA. C'est-à-dire, quand je rate mon jet de dés, bah, je considère que c'est pas obligatoirement un échec, c'est un rebondissement. Par exemple, un jet de crochetage raté à DD, je le joue comme je l'ai expliqué avant. Et pareil, les réussites, comme il y a des gradations de réussite, comme tu as dit, Romain, à DD, on a tellement de skills à bon moment que tu obtiens des 10, 15, 20, 30. Bah, moi, ça me permet juste de donner des réussites de plus en plus incroyables ou plus d'informations. C'est-à-dire, quand tu dois faire un jet d'observation, je vais leur donner le minimum à la gumshoe, mais plus tu vas avoir de résultats sur ton dé, plus tu auras des informations à la gumshoe. Donc, je trouve que toutes ces réflexions-là peuvent être intégrées même dans des jeux classiques comme DD. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Vivien, tu m'as beaucoup parlé, Axel, de Vivien et de son succès spécifique qu'il y a dans son jeu, de ses succès presque Excessif. dramatiques, excessifs. Ouais. Et donc, on a beaucoup parlé d'échecs, on a beaucoup parlé de la peur d'échecs. Moi, je trouve que les jeux PBTA ont appris à ne pas avoir peur d'échecs. L'échec est quelque chose de positif avec lequel on peut rebondir. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait avec le succès? Est-ce que le succès, c'est la mort de l'histoire? Ben oui, tu réussis, hop, c'est fini, au revoir, merci. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, et je rebondis juste là-dessus. En fait, effectivement, on parle aussi beaucoup de contrôle et de partage narratif en PBTA, notamment avec quand tu réussis, c'est le joueur qui a le contrôle narratif. Une réussite partielle, c'est le joueur qui dit que ça réussit, et le MJ, enfin le MJ ou le maître de cérémonie, quel que soit le nom qu'on lui donne, rajoute quelque chose. Et le 6-, donc l'échec, c'est le MJ qui a le contrôle narratif. Moi, je trouve que c'est intéressant, et du coup, effectivement, là où tu as raison, c'est que ça a beaucoup changé, en tout cas, je vais parler pour moi, ma manière de jouer. C'est que c'est plus intéressant, et d'ailleurs, statistiquement, on le voit, sur les PPTA, de faire des 7-9, donc de faire les résultats intermédiaires. Parce qu'effectivement, tu as des rebondissements, tu as des choses qui rapportent du jeu. Et j'en suis arrivé, moi, à un moment donné, à me dire, oui, mais en fait, réussir, alors c'est à 10+ sur le PBTA en général, réussir parfaitement est moins intéressant.
Et c'est là-dessus que moi, Vivien est arrivé et du coup sa mécanique était hyper intéressante, il va pouvoir nous en parler, parce que justement elle remet encore de l'enjeu autour de la réussite qui avait perdu parfois un peu de goût pour moi. Du coup, Vivien, je te laisse la parole cette fois pour de vrai, et je te laisse nous présenter du coup, tes mécaniques de jeu, Ouais. Libreté, de billet d'acier, tout ça. Bah, écoute, alors, du coup, il y a un élément, je ne sais pas si ça va être indispensable d'en parler, mais je vais quand même le faire, c'est que il y a un truc qu'on n'a pas mis en avant, c'est qu'avec la Forge, et même avant Apocalypse World et tout ça, en fait, c'est qu'il y a eu aussi l'idée que, en fait, on n'était pas obligé de faire des scénarios au sens d'un défi à relever, quoi. C'est l'élément qui est central, en fait. C'est-à-dire que l'idée de réussite, elle est inclue, en fait, dans la forme même de la proposition, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une réussite possible, c'est-à-dire triompher d'un obstacle, on peut changer le système comme on veut. Il y aura toujours cette notion d'échec et de réussite qui planera au-dessus du jeu, quoi. Fate, c'est pareil, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux au niveau de la Forge qui ont commencé à dire, attendez, il y a d'autres histoires qui sont possibles. Et c'est notamment des histoires qui ont été pas mal développées par les jeux Powered by the Apocalypse. Mais avant ça, il y a eu par exemple Fiasco, qui disait bah, vous allez jouer des losers, quoi. En fait, tout l'enjeu du truc, ça va être de perdre, en fait, et de perdre magnifiquement. Donc déjà, il y a eu comme ça un changement de paradigme, ou en tout cas une proposition de paradigme alternatif qui s'est faite, quoi. Et donc exit la quête, exit. Et c'est vrai que du coup, Apocalypse World, et je pense aussi en fait, par exemple à Monster Hearts, où on joue des ados monstrueux qui ont des relations entre eux. Enfin, il n'y a pas de il y a des réussites ponctuelles, quoi, mais il y a pas normalement un grand scénario, un grand méchant à vaincre. Alors, il peut arriver, c'est là où le jeu commence un petit peu à cafouiller, parce qu'il y a le personnage de l'élu, il me semble, ou alors je confonds. Non, je crois bien que. Ah, ou alors je confonds peut-être avec Non, tu Monster confonds avec Monster of the Week. Monster Le of dit, the c'est dans Week, Monster of the Week. On sort de oui, c'est ça. qui me pose plus de soucis à ce niveau-là, justement. Et, Il y a un scénar dans Monster of the Week. Hein. Il y a quand même un monstre que ouais, c'est prépare ça. le MJ et c'est très classique de ce point de vue-là. Ouais, et il y avait eu Tremulus aussi pour faire du Lovecraft, qui pareil, avait encore un scénario, une histoire, une énigme à vaincre. Enfin, c'est des jeux qui finalement retrouvent, alors qu'ils sont PBTA, retrouvent les problèmes en quelque sorte. Et Monster Hearts, typiquement, voilà, on va se retrouver dans une situation où on va essayer de séduire quelqu'un, bah, on réussit ou on rate, ça va créer du rebondissement. Est-ce que je peux juste me permettre de t'interrompre 30 secondes très intéressant, effectivement, ce que tu dis sur la notion du scénario qui n'est pas forcément la princesse, elle est délivrée du dragon ou du magicien dans sa cour. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le jeu de rôle Ten Candles, 10 bougies, qui justement est un jeu dans lequel on ne peut que mourir. Et on va raconter comment on arrive à cette mort. Donc et le scénario n'en est pas un, puisque c'est un synopsis qui tient sur 3 lignes. Ça m'y fait penser à ce que tu disais justement. Voilà, pardon. Oui, tu as fait raison. De toute façon, des exemples, je pense qu'il y en a des centaines. Il y en a beaucoup. Maintenant, justement, de propositions de ce type, quoi. Et du coup, pour répondre effectivement à la question initiale sur Libreté, Libreté résout pas vraiment ton problème, parce qu'en réalité, il y a la réussite intermédiaire qui est toujours le même problème, entre guillemets, mais à la limite, je reviendrai dessus juste après, quoi. Ce que propose Libreté, effectivement, c'est comme la base du système, c'est qu'on emmagasine de la bile noire, c'est-à-dire du stress, sur son personnage. On peut ensuite la réinvestir dans des jets pour réussir plus facilement. Sauf que si on réussit trop bien, c'est-à-dire que si on atteint un score de 11 ou plus, on réussit excessivement et donc on fait du mal au-delà de... Enfin voilà, tel gamin vous emmerde et vous avez envie de lui faire comprendre en lui mettant quelques coups, vous allez entendre un os craquer, ou pire, ça va dépendre du sadisme, on va dire, de l'adversaire, du MC. Mais il y a cette idée qu'on joue des personnages humains, au sens où ils n'ont pas forcément envie, enfin, c'est pas des sociopathes, quoi. Ils n'ont pas envie de faire du mal autour d'eux, ils ont plus envie, à la limite, le propos du jeu, c'est plus... on a envie de vivre correctement, quoi. Tout simplement qu'on nous foute la paix avec les problèmes, d'avoir des amis, ne serait-ce que pour survivre et puis pour se sentir bien. Et du coup,
tout le principe de la bille noire, ça va être justement qu'au fur et à mesure que vous allez agir, autour de vous, vous allez commencer à faire du mal en quelque sorte, quoi. Faire du mal, plus vous imposez votre volonté au monde, plus tu risques de blesser quelqu'un au passage, en fait. C'est ça. Complètement. D'accord. C'est ça. Et ceux qui imposent pas leur volonté pourrissent de l'intérieur parce que du coup, ils interagissent pas et C'est ils ça. se Et sentent quelle seuls. est la différence avec un 7-9, alors? Est-ce que tu pourrais jouer ça sur un 7-9, de dire je réussis, mais tu as fait du mal à quelqu'un, c'est le coup du 7-9? Alors, en un sens, oui. Après, symboliquement, ça marche mieux puisqu'il y a de l'investissement C'est de du la too bille, donc il y a much. un choix initial. C'est toi qui choisis combien tu mets, tu vois, c'est quelque Bien part. sûr, Donc, ouais. mécaniquement, ça marcherait pas de la même façon puisque le 7-9, justement, il y a un seuil supplémentaire derrière, quoi. Donc, à quel point tu veux t'investir dans ton jet, sachant les risques qu'il y a D'accord, mais donc sur un 7-9, les conditions, enfin, les merdes t'arrivent à toi, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, mais les conditions t'emmerdent toi, alors que sur un 10+, enfin sur un 11+, tu vas réussir et tu vas blesser les autres. Non, sur un 7, alors à libreté, en tout cas, sur Ouais. 8-10, c'est pas 7-9, parce que j'ai été obligé de décaler pour des raisons statistiques. À 8-10, en fait, tu réussis. C'est pour ça que je disais effectivement que le 10+, problématique des Powered by the Apocalypse standard, tu le retrouves en fait dans libreté sur le 8-10. Il y a quand même une possibilité de réussite parfaite. J'avais pas envie non plus de mettre exclusivement des échecs, enfin Oui, des complètement. réussites dark, quoi, parce que sinon ça aurait été un petit peu trop sombre, même pour moi. Et Mais donc, c'est-à-dire que en ouais, fait, on est soit en rebondissement, donc l'équivalent d'un 6-, soit une réussite excessive. Donc en c'est fait, tu as ça. switché la place de Ouais, réussite avec coup en la mettant au-dessus. D'accord, ok. c'est ça, Et- exactement. Tiens, je te pose une question, Vivien, sur ton jeu, parce que je ne le connais pas, hein, Ouais. celui-ci, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on meurt dans ton jeu? Alors on peut mourir. D'accord. C'est un peu. On n'a pas, comme on est allé un peu vite sur les PBTA, on n'a pas parlé de cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on parle d'un aspect narratif, mais les PBTA, c'est des jeux un petit peu bâtards, en quelque sorte, quoi, parce qu'il y a un côté, il y a des dégâts, donc on peut mourir théoriquement, mais c'est souvent très, 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 comment dire, soumis au jugement du meneur de jeu, plus encore presque qu'un jeu plus traditionnel où le cadre des dégâts est un peu plus carré, quoi. Puisque justement, comme on disait, quoi, les jeux Powered by the Apocalypse offrent la possibilité, en cas d'échec, d'un grand panel de conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a les dégâts. Après, il y a souvent des moves de combat, si je me souviens bien, dans la plupart des jeux, qui sont un peu plus clairs au niveau des dégâts qu'on prend. Oui. Mais même comme ça, il y a quand même toujours une grande possibilité de louvoyer, on va dire. Mais dans ton jeu, cette possibilité existe. Non, parce que je pensais un peu à Tales from the Loop, où on ne peut pas mourir dans le jeu. C'est clairement dit dès le début. Je crois bien, hein, si je ne me trompe pas, que les gamins qu'on joue ne peuvent pas mourir. Oui. C'est blessé, mais ne pas mourir. Alors, je me posais la question avec ton jeu, s'il y avait Ah non, là, on peut mourir atrocement. D'accord, non, c'est le choix du MC ou c'est le choix du joueur, le fait de mourir atrocement? Je pense que c'est surtout au choix du MC, en fait, en réalité. Le truc, c'est des jeux, en fait, il y a une partie des règles des jeux qui s'inscrivent, en fait, dans une certaine culture rôliste, qui sont pas forcément, comment dire, écrites noir sur blanc ou très, très, très claires. C'est plus que, comme c'est un jeu qui laisse quand même une certaine une certaine prise par les joueurs, par exemple, notamment dans la prise de billes noires, qui est entièrement décidée par les joueurs, alors que c'est un outil qui permet de réussir ses jets, en fait. Techniquement, un joueur tricheur, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait juste gagner, qui se foutrait complètement du personnage, de l'univers, de tout le reste, pourrait en permanence dire je prends 3 billes noires, et comme ça j'ai toujours le maximum pour chaque jet, et tant pis si je bute des gens, et tant pis si je fais du mal autour de moi, je m'en fous, et il y aura une réussite, peut-être pas automatique, mais statistiquement, il réussira la plupart des jets. Donc il y a quand même, pour que ça fonctionne, il y a quand même l'idée qu'il y a une espèce de dialogue et de bonne volonté des deux côtés, ce qui fait que théoriquement, je vois mal un meneur de jeu se mettre dans la même position que pour un jeu plus traditionnel, plus à réussite ou à défi, quoi. D'accord, mais ce que tu décris, moi, ce que j'aime bien, c'est que si tu as un joueur qui se comporte comme ça, il va faire beaucoup de mal autour de lui. Donc, quelque part, il va toucher. Il va pas casser le jeu pour autant. Il va au contraire, il va tomber dans la spirale noire que tu voudrais qu'on évite, mais en soi, elle est là, elle existe. Tu peux y aller. Ça tirait peut-être même l'hostilité des joueurs, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, s'il pourrit l'ambiance à la table, je suis pas sûr de considérer que ça comme une réussite. Mais... Non, mais
mais qui va peut-être aider à le modérer. Alors. Ouais, peut-être. Ça, après, Après, c'est chaque table qui réagit différemment, j'imagine. c'est sûr. Bon, en tout cas, j'ai fait plusieurs parties de démo en convention. J'ai jamais eu de cas suffisamment borderline pour me dire oui, j'ai pas envie de jouer. Je veux tous les tuer. C'est C'est ça. ça. D'accord. Mais oui, il y a ça. Ceci dit, une chose que j'avais découvert, c'était quand j'avais fait notamment la campagne de billets d'acier sur 2D6 plus cool. C'était aussi que parce que j'avais eu un petit peu cette tentation, parce que je suis aussi un rôliste un peu à l'ancienne aussi, qui sommeille en moi encore. Hein, c'est-à-dire que quand un joueur affronte, enfin quand un personnage joueur affronte un grand méchant, on a envie un petit peu, moi aussi j'ai envie vas-y, fais un jet un petit peu pourri, histoire que ça se passe un peu mal et tout. Et en fait, le joueur avait fait genre 1 ou 2 résultats parfaits d'affilée, quoi, et la partie tenait sur des résultats parfaits. Et en réalité, j'avais décidé de me forcer à pas demander un jet supplémentaire, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là, en fait. Rien que ça donne énormément de pouvoir au meneur de jeu, la possibilité de toujours redemander un jet supplémentaire, rajouter un petit monstre, ou rajouter un petit truc qui demande encore un jet, juste parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont en rater un, ou en faire un, ou aller trop loin. Et je m'étais forcé à pas le faire, et en fait, ça avait donné des choses intéressantes, mais c'était pas au moment du jet. Au moment du jet, effectivement, le personnage, il a pris son gros canon, il a se maté une bande de monstres, il a réussi parfaitement et il est rentré voir ses potes. Sauf que, parce que ses potes avaient pas réussi eux, il y a eu une espèce de jalousie qui a commencé à naître, et ça a quand même créé des trucs. Et du coup, voilà, je suis pas sûr qu'il faille forcément toujours pousser, en fait, la réussite teintée ou l'échec bizarre, ce qu'il peut y avoir dans pour le coup, je suis d'accord avec toi, faut pas avoir peur de l'échec. Hein. Oui, faut pas avoir peur de l'échec. Genre, moi, j'ai fait des campagnes j'ai fait une campagne de Nephilim qui a duré 3 ans avec mon système à moi. C'était pas le système de base. Et j'ai décidé de laisser les joueurs aller au bout de leur délire. C'est-à-dire qu'ils jouent des demi-dieux, ils peuvent se réincarner. Et si le mec me dit, je me tue à côté du CEO de Google pour me réincarner dans le CEO de Google, ok. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et justement, c'est maintenant que tu es le CEO de Google, que tu as un nombre de pognons, de machins à ta disposition, etc. Donc, à la fin de la campagne, ils contrôlent le Vatican, mes joueurs. Très bien. Mais justement, pourquoi leur interdire? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? C'est-à-dire, quand tu laisses les joueurs aller à fond dans leur plan, aller jusqu'au bout parfois de leur délire mégalomaniaque, mais après, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sur le trône, il y a des gens qui vont vouloir te faire tomber. Et donc, le succès, quand tu laisses les joueurs aller là où ils veulent aller, c'est pas pour ça qu'il n'y a rien à leur envoyer. Je vois souvent des MJ qui disent ah oui, mais si les joueurs réussissent trop, après c'est plus drôle, il se passe plus. Ben non, au contraire. Ils ont gagné, ok, vous êtes sur le trône. Moi j'ai des gamins, et certains de mes gamins, c'est des petits. Ah, je veux. Je fais d'accord, très bien, maintenant tu vois, qu'est-ce que tu fais? Donne-leur le jouet, et qu'est-ce que tu fais avec le jouet? Et là, tu les mets face aux conséquences, et au fait que quand tu as un jouet, parfois tu peux le casser, et il va y avoir des conséquences. Oui, oui, ça, j'aime bien, moi, ce genre de principe de donner de la puissance. D'ailleurs, et malheureusement, là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, parce que je l'ai vu dans en rayon d'un magasin de jeux de rôle, un jeu qui vient de sortir, je crois, un petit format, un jeu de rôle dans lequel les joueurs ont des pouvoirs cosmiques, mais ce sont des nuls. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'en servir. C'est un jeu de magicien. Et je suis désolé, j'oublie le titre de ce jeu. Ça s'appelle pas Apprenti Sorcier, mais si, les Apprentis Sorciers, si. Ah si, c'est ça, Apprenti Sorcier. Si, c'est voilà. ça, c'est de chez Posidonia Édition, si je dis pas de bêtises. J'adore le concept. Voilà, on est tous Thanos, Darkseid, ce que vous voulez, mais on est nuls. On ne sait pas s'en servir. C'est pas ça le principe. C'est pour donner l'image. Mais c'est l'idée, ouais. Ça, j'aime bien le principe. C'est une bonne idée. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Vivien un peu plus tôt, sur le côté jalousie des enfants dans la réussite, dans la différence de réussite par rapport aux mêmes actions. C'est un truc qui marche super bien et que j'avais réussi à bien faire marcher plutôt, parce que je pense que ça fonctionne bien aussi, sur De Billets d'acier, notamment avec les livrets, qui le poussent vachement, parce qu'il y a un livret d'élu, de la destinée, pardon, il y a la destinée, la monstruosité, l'obéissance. Et en fait, c'est des archétypes tellement forts que réussir pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et que même des fois, il y a des enfants qui préféraient ne pas réussir parce qu'il y a trop de pression, de ce genre de choses. Et ça fonctionnait super bien pour donner des interactions, des liens et des dynamiques de groupe extraordinaires. En fait, on avait juste fait un cadre, je leur avais balancé une situation initiale et ça avait fait toute la minute campagne qu'on avait fait, parce que
il se tirait dans les pattes, mais en même temps en essayant de s'aider, en essayant de se sortir voilà. Et du coup, le jeu jouait tout seul, et moi j'étais comme ça dans mon fauteuil en MC, on va dire, en lançant 2-3 trucs de temps en temps, mais en les regardant jouer, et c'était hyper plaisant, quoi. Avec des situations hyper fortes qui se créaient et où les joueurs allaient très très loin entre eux. Évidemment, voilà, que tout le monde était d'accord, on s'était bien mis d'accord, mais ça donnait des situations de jeu assez dingues, même dans la réussite, quoi. Donc c'était vraiment un plaisir. Dabi Dacier, c'est celui où tu joues des robots, c'est ça? Enfin, C'est des conducteurs de c'est- Gundam, c'est quoi. Evangelion, ouais, c'est ça. D'accord. Et Ouais. donc, quand tu fais du succès dramatique à Gundam, en gros, tu t'arraches des villes entières, c'est ça? Ça peut être ça, ouais. D'accord. Ça peut complètement C'est être que ça. le Ouais. succès too much avec un robot est tout de suite très Oui, impactant. Hein. Tout à fait. D'accord. C'est pour ça qu'il faut pas faire trop de jets, parce que sinon ça devient ridicule. Oui. Tu démolis Ah oui, c'est 3 à ce immeubles point. par jour. Ah oui, parce que j'ai jamais joué à ce jeu. Mais, ah oui, c'est à ce point. Ça dépend, en fait, ça dépend Ah ouais. du meneur de jeu, à quel point il a envie de donner de... Mais bon, quand tu es dans un robot géant, Oui. techniquement, et que tu tires au canon sur un truc, voilà. J'ai raté. C'est C'est ça. dommage, il y avait le skill derrière. Non, Ouais. mais en fait, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être soit tu démolis à côté, effectivement, c'est le truc le plus évident. Tu démolis ton propre robot parce que tu fais pas attention à ta sécurité, parce que tu as envie de montrer avec ton épée, machin. Mais ça peut être aussi, tu montres un visage que tu n'as pas envie de montrer aux autres. C'est-à-dire une espèce de... Comme on voit, en fait, c'est typiquement, là pour le coup, c'est vraiment Évangélion, quoi. Quand le gamin se met à massacrer son ennemi, à répandre du sang partout, et en gueulant, et en devenant à moitié fou. Complètement. Il y a aussi cet aspect plus social, on va dire, que Tout à fait. technique. Et qui marche très bien parce qu'il y a justement ces deux échelles. Tu as l'échelle robot, mais on joue aussi les enfants. On n'est pas que dans les robots, on joue les enfants dans la base ou dans leur vie quotidienne. Et ce changement d'échelle peut aussi changer entre guillemets, les rapports de force entre les joueurs, mais aussi avec les PNJ. Et c'est ça qui fonctionne terriblement bien, selon moi. Et qui rend Evangelion de qualité, vu que j'aime beaucoup moi cet animé. C'est vrai que c'est ça qui fait du bien, quoi, parce qu'on revoit les archétypes de personnages d'Evangelion avec le petit qui sert à rien, qui est un pleurnichard, mais une fois qu'il est dans son robot géant, effectivement il y a les scènes où il arrache le truc, il gueule comme pas possible. Est-ce qu'il y a des moves pour rester silencieux pendant 2 minutes dans un ascenseur? Non, par contre, Salaud par contre, on a fait ça en campagne, effectivement, des moments d'ascenseur. Hommage. C'est honteux, monsieur Matt. Va falloir qu'on cause, toi et moi. Je sais pas si vous avez d'autres choses à évoquer, envie de rajouter d'autres... Non, moi, si je devais faire un bilan à mon tour, ce serait vraiment ça. C'est-à-dire, pour moi, il y a eu 2 grosses avancées. Parce que c'est vrai que les points d'héroïsme, tout ça, c'était bien, mais j'ai toujours vu ça un peu comme des pansements sur des jambes de bois, quoi. C'est-à-dire que ça aide, mais au final, on se retrouve toujours à un moment ou à un autre avec le problème qui a été déplacé. Pour moi, c'était vraiment 2 trucs. C'était le moment où ça a été théorisé, parce que ça se faisait déjà un petit peu avant, l'idée que de plus traiter les problèmes sous la forme de micro-actions, mais sous la forme d'une espèce de tâche globale. Voilà ce que je veux. Et du coup, ça a permis par rebond ensuite de nuancer un petit peu les trucs, ce qui n'est pas possible en fait, par exemple, dans un combat où on joue en tour par tour, action après action, dégâts, machin, etc. C'est possible, mais je veux dire, on a parlé un peu de Star Wars tout à l'heure, ça devient tout de suite très compliqué quand on commence à lire 50D et à devoir inventer une nouvelle péripétie à chaque coup de sabre laser, c'est épuisant. Et ça a pas mal permis justement. Je sais qu'il y avait des jeux, effectivement, nous on joue un peu à Burning Wheel, qui est un autre jeu de la Forge, mais plus traditionnel au sens où il y a peut-être pas une victoire, mais il y a souvent des objectifs à remplir. Et c'est vrai que le jeu te dit, quand vous faites un jet et que vous ratez, vous ne pouvez pas retenter le même jet, vous devez faire avec, allez-y, trouver des conséquences, etc. Et comme ça, quand on prend un peu de recul comme ça sur l'action et l'ensemble de mini-actions et ce qu'on va en faire, ça permet ça. Et vraiment ensuite, effectivement, se détacher du scénario à quête qui vraiment résout... enfin, en tout cas, c'est un autre style de jeu, c'est-à-dire qu'on y perd quelque chose, mais en tout cas, au niveau des problèmes de l'échec et tout ça, ça résout énormément de problèmes parce que l'échec devient à ce moment-là moteur de jeu, alors que dans le jeu à quête, il a parfois tendance un petit peu à être bloquant, quoi. Sauf à, évidemment, à improviser dessus, à broder, etc. Ce qu'on a appris à faire aussi, malgré tout. Non, moi un dernier mot quand même pour la route, c'est merci à tous si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça nous fait très plaisir. Nous, on a reçu encore des gens hyper top ce soir. Si vous pouvez penser à laisser un petit pouce bleu, un pouce en l'air, un abonnement, etc., ce serait
encore plus top parce que voilà, Vivien est venu que parce qu'on a dépassé les 700 abonnés, ce qui est pas vrai du tout. Donc merci à tous, merci à vous et merci à toi Vivien, merci à toi Romain d'être venu ce soir. Merci beaucoup. C'était super cool, voilà, j'ai encore appris plein de trucs, réfléchi à plein de trucs. Bon, faut que j'arrête, mais trop de trucs qui fument après. Allez, ciao, à plus sur la JDR Factory. Salut. Merci, au revoir. Au revoir.